Alors, donc déjà, merci d'être présent à cette deuxième session de la journée pour les DevOps Day, édition 2022. Cette session, en fait, se veut être un retour d'expérience sur justement la migration de notre stack de monitoring pour les bases de données. Nous, on a une stack qui est assez homogène avec SQL Server, mais je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel stack aujourd'hui. Sur Prometheus et Grafana. C'est vraiment les raisons de pourquoi on a fait ça. Et voilà, on ne va pas vraiment parler de technique Prometheus, Grafana, on ne va pas rentrer dans le code, mais voilà, c'était juste pour prévenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle David Barbarin, je suis administrateur de base de données, je ne suis pas un champion DevOps. Mais j'ai pris finalement de plein fouet cette mouvement DevOps, cette culture DevOps qu'il y a chez Migros Online. Bon, je pense que je n'ai pas forcément besoin de présenter Migros Online, c'était anciennement le shop, donc si vous voulez faire vos courses en ligne, c'est une des possibilités en Suisse. Donc voilà, comme je disais, c'est un contexte qui est hyper intéressant parce que j'ai été consultant avant, j'ai travaillé pour Migros Online, c'était le shop. J'ai vu cette synergie DevOps arriver chez eux depuis des années. Et en tant qu'interne, en fait, je l'ai pris vraiment de plein fouet. Excusez-moi, sorry, just a second. I'm going to put the microphone a little better. Should be better like this. Ouais, je suis administrateur de base de données, donc voilà. Donc du coup, donc voilà. Donc ça, et puis bon, j'ai beaucoup aimé le talk de Julie et Xavier avant, parce que finalement, on retrouve pas mal les mêmes synergies, les mêmes problématiques au niveau de cette culture DevOps. La culture DevOps chez Migros Online, ou le shop, peu importe, on peut interchanger. C'est quelque chose qui est assez présent depuis quelques années, donc voilà. Alors, comme c'est un retour d'expérience, donc j'ai essayé de diviser ça en trois chapitres. Le premier, c'est de vous présenter le contexte, parce que c'est toujours intéressant de connaître le contexte pour savoir pourquoi on a pris, comprendre certaines décisions qu'on peut prendre. Alors forcément, qui dit contexte, dit spécificité. Donc ce que je vais vous expliquer là, ça peut ne pas correspondre à votre scénario à vous, il faut en être conscient. Ensuite, les attentes du nouveau setup qu'on a mis en place avec Prometheus et Grafana sur la couche de données. Et puis on a aussi fait le bilan à un moment donné de dire est-ce que finalement le fait d'avoir migré cette stack de monitoring sur ces outils-là, ça a été bénéfique ou pas. Alors, le contexte initial. Donc chez Migros Online, on a une architecture qui est orientée microservices. Donc qui dit microservices dit environnement distribué. Donc ça va, comme vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose qui favorise assez le scaling des teams de dev. Donc en fait, on en a un certain nombre chez nous, et depuis 2 ans, justement avec cette période de Covid, il y a eu pas mal, et depuis le passage de Le Shop à Migros Online, on a vu le nombre d'équipes de dev exploser chez nous. Donc on en a un certain nombre. On fonctionne aussi en squad. Ils en parlaient tout à l'heure à la session précédente. Donc évidemment, on a des petites équipes de dev avec d'autres personnes extérieures pour justement pouvoir voir ce qu'on peut faire avec l'automatisation et tout ce que le DevOps peut insuffler. D'accord ? Donc comme toute équipe, comme je pense n'importe quelle société qui commence à entrer dans le monde du DevOps, je pense qu'on a à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire que les équipes opérationnelles, elles ne scalent pas de la même manière. Vous pouvez pas, on n'a pas eu du tout le même taux de croissance, donc il a fallu forcément effectivement trouver des outils et une façon de faire qui permet d'optimiser notre travail pour pouvoir répondre à la demande croissante des développeurs. C'est pas toujours facile. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. C'est pas même avec une culture DevOps déjà bien implantée chez Migros Online. Et dans une architecture distribuée, un des enjeux, c'est de pouvoir finalement monitorer cette complexité. Parce que là, si je prends un exemple, j'ai un de mes composants, un de mes microservices qui est déployé. Il va falloir trouver finalement cette espèce de chemin et voir où le problème se situe. Et s'il se situe sur la base de données, il va certainement falloir faire collaborer les gens. Donc d'où l'intérêt d'avoir du DevOps, c'est de ne pas forcément isoler ces personnes-là.
Donc nous, chez nous, au début, on avait ce setup-là. En fait, on avait des devs qui avaient déjà une stack Prometheus et Grafana déjà bien implémentée chez eux, avec aussi c'est du Elastic chez nous, avec du Kibana pour toute la partie login. Et on avait aussi certains composants d'infrastructure, déjà sur Prometheus. Par contre, côté DBA, on était un peu le parent pauvre, avec notre petit outil dans un coin. Alors, l'outil vaut ce qu'il vaut, c'était un très bon outil, c'était SQL Manager de Idera, pardon, qui fonctionne, c'est un outil qui fonctionne très bien, qui est très bien pour la partie base de données. Je l'ai utilisé moi-même et je l'ai vu utilisé par d'autres clients quand j'étais consultant. Mais le problème dans cette topologie-là, c'est qu'avoir un outil qui est isolé par rapport aux autres, ça ne va pas forcément favoriser l'analyse, faciliter l'analyse de votre problème dans votre architecture distribuée. Un des grands intérêts finalement d'avoir vraiment une stack, ce qu'on appelle une stack d'observabilité, je vais commencer à dire des gros mots, c'est de pouvoir finalement avoir un seul point de vérité pour pouvoir bénéficier de vos données de télémétrie, de les agréger, de les corréler assez facilement et accélérer finalement vos troubleshooting. Là, dans ce cas-là, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y avait un problème de performance, c'était tout de suite des échanges avec les équipes de dev, les équipes Ops et DBA pour pouvoir voir ce qui se passe, pour essayer de bricoler une espèce de compréhension du problème. Donc ça, c'était un des premiers challenges sur lesquels on a buté. Et ensuite, il faut ajouter à ça, chez nous, il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi des data engineers et des data scientists qui eux-mêmes, en fait, eux, ils sont là pour récupérer la donnée et ils sont là pour en extraire la valeur ajoutée. C'est ça qu'on commence à avoir du machine learning pour à peu près tout chez nous sur le site web. Ça, eux, ils vont utiliser des bases de données, mais qui sont dans le cloud. Donc en fait, on est dans un environnement qui commence à être hybride aujourd'hui. On est sur Azure et GCP en même temps. Donc on se retrouve avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont avoir leurs outils et on va avoir ces mêmes échanges qui ne sont pas efficaces pour pouvoir détecter le problème détecter le problème pour voir où est-ce qu'il est. Donc là, c'est un peu moins compliqué parce qu'on n'est pas dans une architecture complètement distribuée. Mais là, finalement, on commence à avoir, par exemple, des endpoints sur GCP qui commencent à être des extensions de notre architecture microservice. D'où l'intérêt de changer la situation. Un autre challenge qu'on a eu, c'était face à l'automatisation, à l'automation. Donc, nous, chez nous, tout est automatisé. C'est vrai que même on-prem, vous voulez avoir un service vous voulez avoir une virtual machine, c'est un service chez nous, c'est provisionné. Il y a toute une tuyauterie qui est faite à base d'Ansible et de Playbook qui permet d'aller créer la machine virtuelle, mettre l'OS, configurer le DNS, etc., etc. Et voilà. Après, derrière, vous pouvez spécialiser les services en installant un service FTP, en installant un service web, et on a aussi un service de base de données. Donc, en fait, les bases de données ne sont ni plus ni moins qu'un service chez nous. Donc ça, c'est une bonne chose. En fait, on retrouve un environnement assez classique avec de l'intégration, de l'acceptance et de la production. Donc ça, si on veut provisionner des instances SQL Server chez nous, on peut le faire au travers de l'automation. Mais quoique, c'est pas forcément là où on est là où on va le plus finalement provisionner des éléments, des composants de base de données. Après, derrière, chez nous, ça se passe comme ça. On a un développeur, quand il commande un microservice, on appelle ça aussi un composant, c'est interchangeable chez nous. En fait, ça peut être une application sur OpenShift, donc tout est déployé sous forme de conteneur et orchestré avec OpenShift, et avec sa base de données. Donc ça, on a aussi développé en parallèle tout un framework PowerShell, customisé, mais qui se base sur un framework qui est communautaire, qui s'appelle DBA Tools, et on l'a simplement customisé pour nos propres besoins, pour justement répondre aux différentes questions ou répondre à la demande des développeurs. Donc ça permet quoi ? Ce framework Ansible plus PowerShell de dire quand j'ai besoin d'un microservice, je vais déployer ça sur OpenShift et j'aurai sa base de données associée sur les différents environnements. Donc c'est une bonne chose finalement, quelque part. Sauf que le problème, c'est que chez nous, l'instrumentation sur l'outil qu'on a, qui s'appelle Shinken,
Alors Shinken, c'est un très bon outil. Par rapport à Nagios, je trouve que le Shinken a une meilleure philosophie, mais on n'a pas exploité finalement les capacités de discovery automatique de l'outil, que ce soit par exemple pour faire de l'instrumentation automatique, à récupérer nos bases de données nouvellement créées, ou qu'elles soient on-prem ou sur Azure, ou prochainement sur GCP aussi. Donc ça peut poser problème, parce que finalement, vous allez passer, même si le temps n'était pas énorme, mais on passait plus de temps à faire du setup manuel que finalement aller vraiment... la valeur ajoutée, c'est finalement utiliser l'outil de monitoring ou la stack d'observabilité pour essayer de corréler les données. C'est quand même ça. Ensuite, l'autre challenge, qui aussi fait partie des avantages de l'ADN DevOps, c'est le CI/CD. Chez nous, tout est CI/CD, tout est automatisé, tout est déployé en continuous deployment. Il y a des étapes qui restent je dirais qu'on est plutôt automatisé maintenant. Donc, en tant que DBA, vous voyez tout ce flux arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les développeurs, quand ils veulent faire des maps applicatives, on en a plusieurs par jour, même sur les bases de données, ça passe par des différents outils, peu importe l'outil ici, mais que ce soit, alors ça passe par int, ça va en acceptance, ça va en prod, et nous ils utilisent en tout cas FlyWayDB, qui est un outil assez intéressant pour déployer du changement de schéma, déployer des colonnes, des choses comme ça, ou tout ce que vous pouvez faire en SQL, intégré en fait à leur pipeline de release. Donc à chaque fois qu'ils déploient une nouvelle release chez nous, ça fait partie d'un workflow Jira, ça déploie et l'application et les changements de base de données si on doit les faire. Et tout ça, c'est pas forcément contrôlé par le DBA. Donc ça change un peu la philosophie du DBA, qui est de dire, dans les environnements traditionnels, le DBA, c'est un peu le gardien de la porte et tout passe par lui et il doit valider. Ça, ici, il faut pas. De toute façon, il faut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il y a trop de développeurs en face et c'est pas du tout l'intérêt de la chose. Mais c'est vrai que du coup, quand on prend ce flow en pleine figure, c'est vrai que ça peut être déconcertant au départ. On a aussi un autre pipeline qui est parallèle, en fait, où là. Qui est semi-automatisé, où en fait on s'en sert pour les développeurs qui veulent faire des corrections de données suite à des bugs au niveau de leur application. En ce moment, on a des tickets GDPR. Oui, la GDPR arrive, il y a des gens qui ne veulent plus avoir leurs données personnelles sur le site. On passe au travers de tickets SQL pour pouvoir les effacer. Ou tout simplement une modification structurelle des bases de données qui nécessite un peu plus de travail ou qui est un peu plus complexe et qui doit passer par les ops ou le DBA pour pouvoir rendre ça optimal. Donc ça, c'est pareil. Il y a 80%, on va dire 90% des tickets que je ne vois pas passer. Moi, ma valeur ajoutée a été finalement d'automatiser le déploiement des tickets pour rendre ça facilement exécutable par l'ensemble de mes collaborateurs, qui ne sont pas eux DBA. Donc ça veut dire que quelque part, je perds aussi la visibilité à ce niveau-là. Et vous ajoutez à ça, bien sûr, les pipelines qui sont faits sur Azure, avec les bases de données sur Azure, par les data engineers qui utilisent leurs propres solutions avec DevOps Azure, avec des changements structurels de bases de données. Donc tout ça, bien entendu, ce n'est pas forcément visible au travers de l'outil de monitoring qu'on a. On n'a pas ces événements extérieurs qui arrivent. Et ça peut vite réveiller d'anciens démons où finalement vous voyez une bombe passer et puis vous priez juste que ça marche correctement. Parce que là, un des soucis fondamentaux des opérations, c'est la stabilité de l'environnement. Et vous ne voulez surtout pas qu'une release applicative puisse finalement venir dégrader le système. Mais chez nous, avec la culture DevOps, ça aussi, c'est un changement de mindset au niveau DBA. Parce que finalement, on a cette philosophie de dire que celui qui développe maintient la solution, ce qui aide aussi finalement à une meilleure collaboration et à une sensibilité des développeurs sur ce qu'ils font en prod. Donc on est un peu plus confident sur ce qu'ils déploient. Et il faut aussi accepter que les devs fassent des erreurs et qu'on rentre dans des politiques. Chez nous, on a des politiques soit de formation, au travers d'IT Talk. Si par exemple, moi je vois un problème,
une équipe qui a déployé quelque chose et qui était lié à SQL, on va tout de suite essayer de faire un tech talk autour de SQL avec ce qui s'est passé, comment on peut le résoudre, et pour le diffuser aux autres équipes, pour éviter justement que ces problèmes arrivent en prod et soient réglés en amont. D'accord ? Donc voilà, ça par contre c'était un des gros challenges. Donc déjà l'équipe de notre outil de monitoring n'était pas capable de tracer ce genre d'événements un petit peu extérieurs et finalement c'était assez compliqué de corréler les événements, les comportements de SQL avec ces choses qui sont, on va dire, invisibles. Ensuite, la partie alerting. La partie alerting, ça aussi, c'était un gros problème quand je suis arrivé parce que bon, c'était un truc qui était assez verbeux, c'est toujours du Shinken. Alors, pour ceux qui connaissent Shinken, quand vous avez des packs pour pouvoir monitorer vos bases de données, et le pack MS SQL, en fait, il est assez verbeux. Et on était sur finalement un système d'alerte orienté, ce qu'on appelle le cause-oriented alert. On essaye finalement, et là ça peut être problématique parce que l'idée de cette approche-là, c'est d'essayer au maximum d'avoir d'alertes pour être informé le plus possible de ce qui se passe. Sauf que le problème de ça, c'est que si vous avez 80% de vos alertes qui sont complètement non actionnables, c'est-à-dire qui nécessitent une vraie action pour pouvoir résoudre un problème, vous allez vite perdre du temps à finalement à trier ces alertes et vous pouvez aussi oublier des alertes qui sont complètement importantes et qui ont un vrai impact utilisateur. Donc c'est pour ça l'idée c'était aussi changer cette manière de faire là, de passer sur une approche plutôt symptôme et d'avoir uniquement des alertes qui ont un vrai impact utilisateur visible au niveau des bases de données. Donc ça par exemple, là je vous ai mis ce que Shinken est capable de faire par défaut. Le problème de cette approche-là, c'est que vous avez un certain nombre de compteurs. Si vous n'avez pas le contexte, je ne sais pas si je prends par exemple le nombre de connexions utilisateurs sur une base de données, vous mettez un seuil et puis à un moment donné vous avez une alerte, on va vous dire est-ce que c'est normal, pas normal, c'est comme si je vous disais voilà, votre voiture elle roule à 3000 tours minute ou à 4000 tours, 7000 tours minute et je vous donne pas plus d'informations, il faut un peu plus de contexte, la puissance de votre moteur, éventuellement si vous êtes sur une route limitée à 50 etc, là on va commencer peut-être à dire non c'est peut-être pas normal que vous soyez à ce régime-là. Donc voilà, c'est exactement la même chose ici, si je me permets le parallèle. Donc l'idée, c'était vraiment de faire le ménage là-dedans et d'avoir une approche différente au niveau de l'alerting. Donc ça, c'est le contexte initial. Maintenant, avant le nouveau setup, l'idée, c'était de pouvoir passer sur quelque chose qui était existant. Voilà, on a beaucoup parlé entre nous. En fait, on avait le choix aussi d'acheter d'autres outils. C'était pas mon souci. Il y a d'autres outils qui le font très bien. Mais on avait une stack qui était déjà intéressante à base de Prometheus, Grafana, d'Elasticsearch, etc. Et voilà. Par contre, il fallait quand même redéfinir quelque part le modèle de monitoring qu'on voulait mettre en place pour les bases de données. Déjà, on avait deux types de considérations. La première, c'est plus quelque chose de structurel, d'organisationnel. Par rapport au contexte initial, on s'est vraiment posé la question de savoir, de dire, voilà, quelle est la valeur ajoutée du DBA dans cette histoire. Parce que je pense que vous avez déjà lu ce genre de considération-là, mais plus vous éloignez le DBA des développeurs, et plus vous perdez de la valeur ajoutée du DBA. Donc si pour vous le DBA, c'est pour faire des backups restore et poser des questions auxquelles il n'arrivera pas à répondre, vous perdez toute la valeur du DBA, vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir un. Par contre, bien sûr, plus vous le rapprochez des devs, et plus effectivement il peut devenir un goulet d'étranglement, mais mieux il peut proposer en amont des solutions vous serez dans des phases qui sont au plus tôt du cycle, et ça évitera certains problèmes qui peuvent facilement être résolus on va dire dans les stages, les premiers stages, que dans les stages dans la production. Donc plus vous l'éloignez finalement de la production, et quelque part mieux c'est. Donc ça, on a essayé, on est dans une philosophie DevOps chez nous. La culture DevOps, elle est déjà bien ancrée. Donc voilà, je ne prétends pas être un expert DevOps. On a essayé de regarder un petit peu les modèles de framework qui existaient au niveau DevOps. Voilà, chez nous, ça peut vite paraître, voilà, on parle de DevOps, c'est un buzzword, etc. Moi, ce que j'aime bien avec ces frameworks, c'est au moins de savoir où est-ce qu'on en est dans ce qui est utilisé dans l'industrie. Je pense que c'est important.
Et chez nous, c'est vrai que depuis des années, c'est vrai que ce que je peux voir, c'est qu'on n'a pas cette friction entre les développeurs et les opérationnels. Ça, c'est vrai, bon, il y a des exceptions, hein, tout n'est pas parfait, il y a des challenges, tout ne fonctionne pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est pas comme j'ai vu chez certains clients quand j'étais consultant où il y avait l'équipe Ops, l'équipe Dev et personne ne se parlait. Là, quand il y a un problème, c'est tout le monde ensemble et c'est vrai pour 99% des cas. Le problème de ça, c'est que si on met la valeur ajoutée du DBA en bas, aucune valeur ajoutée, finalement, on commence à mettre en place un anti-pattern. En fait, c'est dommage. En fait, on a déjà une culture DevOps chez Migros Online. Et si on commence à isoler le DBA des développeurs, finalement, on se retrouve sur un anti-pattern. L'idée, c'était plutôt de faire comme ça, d'avoir le dev, les développeurs et le DBA plutôt proches. Et même plutôt ça, c'est-à-dire que finalement, à coup d'apprentissage, à coup de cycle, l'idée c'est aussi que le DBA puisse former ses collaborateurs pour 80% des cas et garder les 20% ou les 10% restants qui nécessitent vraiment de l'expertise. Mais l'idée c'est que d'un point de vue développeur, que le service opérationnel, ce soit un service, que ce ne soit pas une personne, et que derrière, après, c'est notre sauce et qu'on puisse traiter derrière. Et ça marche, c'est vrai que maintenant, ça marche plutôt bien. Alors, ça, c'était les considérations de niveau plutôt structurel, organisationnel. Après, derrière, c'était plus des aspects techniques. Il a fallu redéfinir aussi les exigences et les objectifs qu'on voulait avoir pour cet outil de monitoring. On sort d'un outil acheté qui est maintenu par un éditeur à quelque chose qui est plutôt, on part pratiquement de from scratch. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une vue holistique du système, distribué et en incluant les bases de données. Et les bases de données devaient aussi suivre les principes de l'observabilité avec les 3 piliers, log, métrique, trace, etc. Donc déjà, avoir l'outillage nécessaire pour pouvoir adhérer à ce qui existe déjà. Faire de l'instrumentation automatique, dès qu'on a une base de données, dès qu'on a une instance de base de données, ça rentre tout seul dans le système, et voilà, on n'en parle plus. Et quelle que soit la localisation, parce que nous, on a cette contrainte avec le cloud, pour le moment, qui est, on a des bases de données on-prem et sur le cloud. Donc ça, on devait avoir un seul point de vérité, quel que soit l'endroit. Après, construire des dashboards efficients, ça paraît évident, mais ça, c'est peut-être une des parties où on a mis le plus de temps. Déjà, pour résoudre les problèmes, ça me paraît évident, et créer les bonnes alertes, et pour aussi pouvoir faire de l'analyse rétrospective. Parce que chez nous, on est vraiment par exemple, on a un problème qui a un gros impact utilisateur, on va vite avoir ce processus de post-mortem. On va fixer d'abord le problème, mais par contre, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse pour pouvoir finalement régler le problème avec la fameuse méthodologie des 5 why. J'anticipe un peu les slides, où finalement ça nous force quelque part à bien comprendre le problème et à avoir quelque chose qui soit observable. Parce que si vous n'avez pas de données à observer, à corréler, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe et de trouver un fixe à long terme. Après, bien sûr, c'est comme n'importe quel outil de monitoring, pour le coup, avoir suffisamment de rétention pour pouvoir faire du capacity planning, d'analyse à long terme. Et par exemple, nous, on fait ça, on aime bien quand on fait des expérimentations. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas grave, ça ne fonctionne pas, mais au moins, on est capable de le voir, de comprendre ce qui se passe, et la prochaine fois, on fera mieux. Et c'est vraiment l'idée de l'outil. Et bien entendu, la dernière, et pour moi la plus importante, c'est de favoriser la collaboration. On a un même outil, on peut travailler ensemble, on parle quelque part le même langage, donc quelque part, on arrive à mieux collaborer. Donc juste un mot sur ce que j'appelle l'observabilité et les bases de données. Donc voilà, c'est pareil, l'observabilité, il y en a des définitions sur le net, il y en a des fausses, il y en a des vraies, je ne prétends pas avoir la bonne d'ailleurs. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait avec les bases de données, c'est que qu'on puisse avoir cette distinction entre détection du symptôme, peut-être fixe du symptôme, mais aussi d'expliquer la cause et de régler le problème de manière permanente. Donc placer ça dans la nouvelle stratégie de monitoring. Donc je prends juste un exemple. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, il y a le dev qui se plaint d'une requête qui est lente.
Bien, à force de regarder, on sait que c'est la base de données. Sur la base de données, vous avez votre outil qui va vous dire, tiens, on a un scénario de processus bloqué. Forcément, des processus bloqués sur une base de données, ça se voit vite côté applicatif. Et on voit, bien sûr, votre outil il est suffisamment intelligent pour vous dire, oui, c'est un plan d'exécution qui est pas correct. Donc, ce qui a entraîné finalement cet enchaînement de problèmes. Donc ça, c'est le symptôme pour vous. Ça, c'est la cause pour celui qui a fait, pour le développeur, c'est sa cause à lui, mais vous, c'est le symptôme. Donc il faut aller plus loin que ça. Nous, l'idée, c'était d'aller plus loin que ça. C'est ce qu'on pouvait faire avec notre outil d'avant, mais nous, on voulait aller plus loin que ça pour justement répondre à la fameuse question, qu'est-ce qui s'est passé, la root cause, et pour pouvoir justement répondre à cette méthodologie des 5 whys et proposer un fixe à long terme. Donc là, après, derrière, si vous avez plus d'informations que vous pouvez corréler, par exemple, un plan d'exécution qui n'est pas optimal, c'est une régression de plan, ça peut être aussi un changement au niveau schéma, ça peut être un changement d'option au niveau de base de données. Je ne sais pas, un de mes collègues qui a fait un change sur une option de base de données parce qu'il avait un autre problème. Ça, de base, il faut pouvoir le comprendre, et il faut pouvoir dire, tiens, peut-être que c'est du parameter sniffing. Ça, c'est un phénomène hyper connu sur les bases de données. En gros, votre plan d'exécution, votre plan d'exécution, il va récupérer une valeur pour compiler un plan, mais ce plan, il ne sera pas efficace pour les autres valeurs, pour 90% des autres valeurs. Donc là, vous allez vous retrouver avec des soucis de performance. Il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir l'observer. Si c'est une release, par exemple, ça arrive souvent, ça arrive souvent, non, Dieu merci, ça arrive plus souvent. C'est une release applicative qui fait que y a eu ce changement de comportement, il faut pouvoir l'observer, il faut pouvoir le corréler. Ou c'est peut-être un change, comme je vous disais, fait par mon collègue, et c'est un side effect de ce change-là. Pour nous, si on arrive à aller à ce niveau-là, on pouvait vraiment dire qu'on arrivait à vraiment observer le système et à apporter de la valeur ajoutée, finalement, au business. Parce que l'idée, c'est que derrière, si ce scénario-là, on n'arrive plus à le reproduire, ça veut dire qu'au niveau impact utilisateur, on ne verra plus le site ralentir. Et vous savez tous comme moi que quand un site ralentit quand vous faites vos courses, ça devient vite chiant. Voilà, donc l'idée, c'était ça. Alors, notre nouveau setup, il est le suivant. On a profité tout simplement de ce qui existait déjà. On n'a pas inventé la roue. Ça veut dire comme on était capable d'automatiser le déploiement de nos bases de données, on était capable d'automatiser le déploiement d'agents télégraphes SQL Server. Vous avez c'est open source, gratuit. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez le mettre. Il y a juste à le configurer. Donc avec Ansible, c'est pas très compliqué. Vous faites du template, Jinja template avec tout ce qui va bien, et puis ça déploie tout automatiquement. Donc là, vous avez, voilà. Donc globalement, nous, on se sert pas mal de tags. Après, sur la partie, pour pouvoir exploiter ça au niveau de la partie monitoring, on a des tags comme ça, avec le type, c'est une VM, l'environnement, intégration, parce que nous, on a des clusters, on a un côté A, côté B, pour dire data center A, data center B. Un service SQL pour identifier vraiment, en fait, quel type de service on est en train de monitorer. On a l'output Prometheus client, bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Après, derrière, côté Prometheus, l'avantage, c'est que vous pouvez faire de l'autodiscovery si vous avez mis en place ce qu'il faut. Nous, chez nous, à chaque fois qu'on déploie une instance de base de données, vous avez forcément le record SRV correspondant qui est créé, et on se sert de ça au niveau Prometheus, tout simplement, pour pouvoir découvrir automatiquement les cibles à venir scraper. Ce qu'il fallait surtout faire attention avec Prometheus et Telegraph, c'est cet intervalle de scrapping. La résolution, en gros, de vos analyses que vous voulez avoir. Par défaut, nous, c'était 15 secondes. On l'a réduit à 5, mais on s'est retrouvé à avoir quelques problèmes parce que l'agent Telegraph n'était pas capable de fournir les outputs à ce moment-là. Donc on a essayé d'allonger, mais il faut juste savoir que quand vous mettez en place ce genre d'outil-là, vous n'êtes plus finalement capable de détecter si vous avez des pics à la seconde près. Il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir analyser. Mais ça peut permettre de couvrir chez nous 90% des cas. Après, derrière, on utilisait la partie alerting. C'était l'occasion. Alors, c'est pas forcément qu'on voulait utiliser l'alert manager de Prometheus.
Mais c'est un outil qui est bien, qui est pas mal, honnêtement. Il y a pas mal de choses, on peut vraiment customiser. Il y a les routes. Justement, on procède par tag avec le service égal SQL. On pouvait avoir des routes spécifiques pour SQL, avoir des time frames de maintenance, par exemple, si le soir, il y a des choses, on a des alertes qui sont censées être normales et donc pas actionnables. On peut les bypasser parce qu'on a de la maintenance ou des choses comme ça. C'est vrai que, voilà, il suffit juste de connaître un petit peu de syntaxe Prometheus et de requêtes pour pouvoir faire des alertes et finalement faire aussi de la visualisation sur Grafana. Et l'avantage surtout derrière pour nous, c'était que finalement on voulait avoir quelque chose qui était quelque chose d'holistique. Donc avec notre outil DBA dans le coin, on n'était pas capable facilement de corréler ce qu'il y avait en haut et ce qu'il y avait en bas. Votre serveur SQL, en fait, il repose sur une stack virtuelle ou de stockage. Et il faut, si vous voulez avoir ces informations-là et facilement les corréler, il faut aussi le mettre dans le même outil. C'est ce qu'on a fait. La stack virtuelle était déjà en place suite à un changement de stockage chez nous. Au départ, on n'avait pas la possibilité d'aller récupérer les métriques du stockage, mais on a changé dernièrement pour du Pure Storage. Et avec le Pure Storage, c'est vrai qu'on est capable de mettre de l'agent Prometheus et de remonter ça sur Grafana. Je vous montrerai les graphes tout à l'heure. Et ensuite, quelque chose que Prometheus n'était pas capable de faire, était les graphes. C'est tous ces événements-là qui sont extérieurs, les événements de release, les événements qui passent au travers de Flyaway, les tickets SQL qu'on développait. Même par exemple, moi qui arrive à faire, je fais une action qui n'est pas traquée dans un change management. On devait construire toute cette partie log pour la mettre à disposition pour qu'elle soit observable. Et derrière, ça, c'est une chose. Par contre, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était essayer le maximum de faciliter l'analyse et de transformer ces événements extraordinaires et les mettre sous les formes d'annotation dans Grafana directement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est quand même plus facile quand vous faites de l'analyse rétrospective d'aller corréler des événements de manière graphique au départ, plutôt que d'aller dire « tiens, j'ai un changement de comportement CPU », et il faut que j'aille lire dans mon log de 10 000 lignes pour voir si effectivement à ce moment-là j'ai eu un événement extraordinaire. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a développé autour de notre framework d'automation une extension qui permet de récupérer, qui fait ni plus ni moins que du tracking de ces événements au travers de ces différents logs et qui les transforme en annotation Grafana. Et ça, bien sûr, c'est disponible pour tous. Pas que pour le DBA. Pour les DBA, les Ops et les devs. Et c'est l'idée. Les devs doivent être au courant de ce qui se passe en prod, de ce qu'ils font. Alors, après, rapidement, pour les dashboards, la méthodologie. Alors, on est parti de from scratch. Donc l'idée, c'était de partir de quelque chose qui existait sur le marché. Voilà. Alors on ne prétend pas avoir fait les meilleurs dashboards du monde, avoir suivi consciencieusement la méthode, mais c'est vrai que quand vous commencez à regarder sur le net, vous tombez vite sur toutes ces méthodologies basées sur le SRE et puis les fameux, je crois qu'à la session précédente, on commençait à parler de golden signals, etc. C'est exactement ça. On a commencé à travailler autour de ces différentes approches avec la latence qui est importante pour un système, le temps de réponse, le trafic, comment votre système il est chargé, il est chargé en termes de workload, les erreurs, ça peut être bien, par exemple, vous avez des requêtes HTTP 500 ou des choses comme ça, ou des connection timeout qui commencent à arriver et vous faites des retries, c'est peut-être bon d'être alerté avant que le problème se propage de manière trop importante avec une visibilité utilisateur direct. Et la saturation, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'infrastructure avec l'utilisation CPU, mémoire, I/O, etc. Et on voulait aussi avoir quelque chose de simple en termes de monitoring. L'idée, c'était pas d'avoir quelque chose de compliqué, mais quelque chose qui soit exploitable par tout le monde. On avait alors je vous montrerai après, on est parti avec plusieurs catégories de dashboards. Ceux qui sont orientés black box et ceux qui sont orientés white box pour de l'analyse un peu plus fine et pour de l'analyse rétrospective. Et après, derrière, tout ça, améliorer le tout avec cette visibilité des logs qu'on peut récupérer depuis les bases de données. Et Dieu sait que les bases de données, en fait, elles sont verbeuses, mais il suffit juste de savoir les exploiter et de les mettre en forme pour pouvoir les mettre à disposition, les rendre observables.
Donc ça, c'est un dashboard. Le premier dashboard qu'on a mis en place, Black Box Monitoring. Il peut pas être compliqué comme ça, mais on aurait pu en rajouter des compteurs. C'était pas, mais voilà. Mais là, finalement, on a tout ce qu'il faut quelque part pour avoir. Alors, Black Box Monitoring, ça veut dire qu'on regarde depuis l'extérieur comment se comporte le système avec ces fameuses métriques de latence, etc. Donc là, par exemple, on a commencé à mettre, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, oui, là, bon, ça, à peu près. On a les métriques de latence. Ben, vous aimeriez savoir, par exemple, ben, que ça écrit ou lit rapidement ou pas rapidement sur votre système. Nous, on est sur un environnement aussi à haute disponibilité avec du Always On. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste 2 réplicas qui sont synchronisés ensemble et qui doivent être synchrones. Et s'il y en a un qui tombe, ça bascule sur l'autre pour pouvoir reprendre l'activité donc qui assure la haute disponibilité. Et donc ça, on a aussi cette métrique-là. C'est-à-dire que pour pouvoir, à un moment donné, pour pouvoir être synchrone, il faut répliquer les données et on a cette latence de réplication. Donc ça, c'est des compteurs qui peuvent être importants. On a la partie trafic, tout simplement pour mettre un contexte, parce qu'à un moment donné, de dire que ça, tiens, à un moment donné, j'écris à, je sais pas, à 0,5 millisecondes, et maintenant j'écris à 2 millisecondes, oui, c'est normal, pas normal, peut-être que si, en regardant ce compteur de trafic, parce que vous avez quadruplé votre activité, c'est peut-être pas si mal, c'est normal d'avoir ce genre de compteur-là. Après, derrière, c'est toutes les métriques de saturation. Bon, ça, vous les connaissez, c'est assez parlant. Si vous êtes à 100% CPU ou 100% mémoire, oui, vous posez-vous la question. Les disques, c'est important aussi sur les bases de données. Si vous n'avez plus de place sur disque, vous ne pouvez plus écrire dans vos transactions, donc vous êtes bloqué. Après, vous avez aussi ces histoires de concurrence. Un truc qu'on regarde beaucoup, c'est le compteur qui est tout à droite, c'est les processus bloqués. Avoir des processus bloqués, ce n'est pas en soi un vrai problème. Par contre, quand ils commencent à s'accumuler et à rester là dans le temps, ça peut vite avoir un impact utilisateur. Donc c'est une manière assez rapide de voir si vous avez une contention au niveau de la concurrence de vos sessions. Et enfin, ça c'est la partie erreur. On a un peu modifié le sens premier des erreurs parce que sur SQL, là sur le Black Box Monitoring, les erreurs, pour nous, c'est juste dire que les bases de données, elles sont disponibles ou le groupe de disponibilité sur lequel vous connectez vos applications sont disponibles. Si ce n'est pas disponible, oui, effectivement, vous avez un vrai problème. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut tout à fait changer ou en tout cas changer en alerte pour certains. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris exactement les mêmes requêtes et pour certaines, on les a changées en alerte purement SQL, avec un impact direct utilisateur. Ça, c'est plus un whiteboard, un dashboard orienté whitebox monitoring. Bon, ça c'est plus quelque chose qui est orienté DBA. Ça permet d'aller vraiment dans le comportement du moteur, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut utiliser. Donc par contre, c'est vrai que la SQL Server vous fournit avec l'agent télégraphe un ensemble une volumétrie de data, de télémétrie qui est assez impressionnante. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on a fait, on les a divisés en sections. Vous pouvez avoir l'activité au niveau, là c'est l'activité au niveau, vous voyez, on a rajouté le stockage. Avant, on ne l'avait pas. Maintenant, on est capable de voir la latence disque, la latence d'écriture depuis SQL Server jusqu'au stockage. Là, ce que j'ai mis en bas, c'est nos baies pure stockage. Et on est capable de corréler directement avec les volumes qui sont utilisés par SQL Server. Donc voilà, il faut faire quelques petites requêtes, mais ça fonctionne plutôt bien. Et là, on est capable de vite voir si on a un problème au niveau des écritures ou des lectures, on est capable de voir où se situe le problème assez rapidement. Le système, il est beaucoup plus observable. On peut l'observer de toutes les facettes, jusqu'en bas, en partant. Après, je vous montrerai un exemple où on peut aussi partir du haut. Après, le reste, c'est pas très important. On a plusieurs sections. Vous voyez que les métriques, il y en a. Vous avez l'activité que vous avez au niveau de votre base de données, les compteurs mémoire, etc. L'activité dans TimeDB, qui est une base importante dans SQL Server, les bases de données, dans les bases de données, la partie groupe de disponibilité, la latence de réplication. Est-ce que le network, on n'a pas un souci à ce niveau-là? Est-ce que ça ralentit pas? Les types d'attente en fonction d'un intervalle, ça c'est un truc qu'on fait bien, qu'on utilise bien, qu'on a une approche top-bottom plutôt que top-bottom ou bottom-up.
Voilà. Et ensuite, derrière, tout ce qu'on utilise, par exemple, pour les annotations. Par exemple, nous, maintenant, on est capable de dire, voilà, j'ai une annotation, je sais que le premier, c'est un déploiement fait sur le composant supply. Donc, c'est des scripts provenus d'une release. On a le numéro de la release c'est Flyway, ici, ou quelque chose qui est un peu plus, qui passe par notre process semi-automatisé. Là, vous pouvez voir directement, par exemple, sur la courbe bleue, l'impact que ça a eu au niveau de la release. On sait qu'on a eu quelque part, à un moment donné, une petite pression mémoire qui n'était pas importante, mais voilà, on est capable de corréler. Et tout ça, bien sûr, on l'a construit au travers soit de jobs pour récupérer les données, les mettre dans des tables, ou les récupérer depuis les DMV SQL Server. Ce sont des vues où vous récupérez pas mal de métriques, ou des événements étendus aussi pour tout ce qui est processus bloqué et deadlock. Si vous avez des processus bloqués, il faut pouvoir dire pourquoi et comment le résoudre. Donc c'est ce qui se passe ici. Et enfin, je terminerai avec ça, je ne sais pas, je dois être déjà en retard. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire? Finalement, c'est pas si mal, parce que c'est vrai qu'on a pu, dans 80% des cas, accélérer la compréhension d'un problème avec les développeurs. Il y a toujours ces échanges, on n'est pas, même s'ils ont accès au dashboard, ils ont quand même besoin de temps en temps de nous pour aller récupérer ces informations-là et surtout les interpréter, mais ça va beaucoup plus vite. Ça nous permet d'être beaucoup plus proactifs sur certains problèmes, je vous en montrerai un après, et surtout ça a permis pour moi, en tout cas en tant que DBA, de me rapprocher des devs et de ne pas rester en amont. Maintenant, je subis plus le changement, je l'accompagne, et j'aide aussi les développeurs, parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée, s'ils savent ils vont avoir un problème leur code va être impactant, ils viennent plus facilement me voir sur les premières phases que quand ça arrive en prod. Et on a tout ça disponible par les développeurs. Donc simplement, je finis avec ça. Celui-là, par exemple, ça c'est le genre d'analyse qu'on peut faire assez rapidement. Bon, j'ai pas la notation à gauche, j'ai pas réussi à la voir dans ma capture d'écran, mais par exemple, c'est ce qu'on a eu une fois un samedi. Donc c'était un samedi matin, je crois que c'était vers 10h, si je vois bien l'heure, 8h, oui, c'est ça, 8h, 10h. À 8h, par exemple, on a eu une annotation comme quoi on a eu une régression de plan qui était vraiment importante. Bon, ça c'est passé un peu inaperçu. Derrière, on a eu finalement l'augmentation directe de l'utilisation CPU. On a eu une alerte à un moment donné parce que on a eu suffisamment d'occupation CPU pour déclencher une alerte qui est arrivée chez moi. Nous, on a les outils derrière pour aller voir, comme j'ai vu la notation qui me disait qu'on avait une régression de plan, je suis directement allé voir sur le query store de SQL Server, voir quelles sont les requêtes potentiellement qui ont régressé, et on a rapidement fixé le plan. Et vous voyez que même au niveau de la solution, on met une annotation quand on fait ça, dans un change management, et on peut voir aussi que le comportement en positif, cette fois, de l'occupation CPU qui a complètement qui a diminué. Et ça, avant même que l'utilisateur s'en aperçoive, ou même les devs s'en aperçoivent. Ça, par exemple, c'est une annotation qui nous a permis, on a une release applicative, des devs qui nous sont venus nous voir, tiens, on a eu des connection timeout à un moment donné sur nos composants, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a très facilement corrélé le déploiement d'une release Flyway sur un composant particulier avec une augmentation des blocages. Et là, c'était assez évident. Et on s'est dit, la prochaine fois, on ne fera pas comme ça, on verra une autre manière de faire. Et là, ça, c'est quelque chose aussi qui arrive, par exemple, le soir. Le soir, oui, il y a de la maintenance sur les bases de données, on ne peut pas faire autrement. Mais les devs arrivent de temps en temps, qui nous disaient, qu'est-ce qui se passe, là, à 3h du matin, on a l'activité qui ralentit, maintenant, ils sont capables directement d'aller voir, oui, il y a eu des updates de statistiques, te pose pas la question. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je crois qu'on est déjà bien loin. Mais en fait, voilà, après, on a aussi la capacité maintenant de faire du end-to-end observability, c'est-à-dire que si on a un problème directement depuis l'utilisateur, on est capable, une fois on a été capable en 2 heures d'aller diagnostiquer que le problème venait du stockage. Alors qu'on est vraiment éloigné de l'utilisateur, tout simplement en faisant de la corrélation avec les dashboards faits par les développeurs sur le même outil, ce qu'on a sur SQL Server.
Donc des processus bloqués, un ralentissement de l'activité, une augmentation de l'activité dans le journal avec le temps de latence qui a augmenté, donc à ce moment-là. On a conforté ça avec des titres d'attente qui étaient liés en fait à la réplication au niveau SQL, et on est arrivé finalement à la fin pour voir, et ça on aurait pu être plus proactif. On a vu qu'on avait des erreurs au niveau SQL et c'était le stockage qui était en train de lâcher. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super.